Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais, dans cet enregistrement, euh, évoquer la place, non pas le mathématicien, de ce qu'il en est du traumatisme à notre époque. Vous connaissez bien les tableaux, pas le, mais les tableaux de la tentation de Saint Antoine, plus encore que de la tentation du Christ. C'est qu'il y a par là une métaphore, une allégorie de ce qu'il en est, de ce qu'il se trame en nous dès lors que notre sujet est soumis à la pression du champ de toute cette collection, de toute cette myriade d'objets, ce qui en somme façonne, forge un autre avec un grand A. En somme, notre sujet est exposé à cette myriade de petits objets. C'est là que la société de consommation est présente. C'est bien qu'il y a un fonctionnement dans cette relation entre le sujet et cet océan plastique, ombragé ou éclairé, qui suinte de nacre, nacré comme c'est pas possible. On pourrait dire que le traumatisme est dans un champ plutôt causal. D'ailleurs, on raconte, puisque ce sont des personnes elles-mêmes qui racontent, ce qui leur est tombé dessus, un ciel qui leur est tombé dessus. Et au fond, lorsqu'un ciel nous tombe dessus, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui nous monte dessus. Ou plutôt, je dirais, qui nous remonte dessus. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui nous remonte dessus qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Chez les Chinois, depuis des millénaires, peut-être, c'est ce que l'on dit sur des papiers d'aujourd'hui, en termes de temps dans le passé comme ça, très, très arriéré, très ancestralement, que, bah, évidemment, il y a le yang dans le ciel antérieur, que vous voyez ici en photographie, qui ne cesse de pleuvoir, bien qu'il fasse très soleil, et puis il y a le yin dans le ciel antérieur, qui est à l'opposé diamétral, sur le pakwa, qui représenterait plutôt la mer, le père en haut, la mer en bas. C'est assez schématique et assez simple. Mais c'est beaucoup plus subtil que cela n'en paraît, que cela n'y paraît. En fait, le ciel tombe dessus, quelque chose d'une injustice pas croyable, cela nous tombe dessus, ce fameux côté séparateur, si vous voulez. Et puis, c'est l'occasion surtout pour que se déchaîne le mouvement d'un léviathan, de quelque chose qui est de l'ordre d'une mer imaginaire qui nous remonte dessus. Est-ce que ce qui nous écrase, est-ce vraiment ce qui nous tombe dessus, ou est-ce qui nous remonte dessus? On peut croire à l'existence des créatures du peintre Jérôme Bosch, cela peut arriver. Cela peut arriver. Cela peut arriver en 2018. Et en fait, euh, quelque chose nous est tombé à ce moment-là. Mais c'était pas François Hollande, c'était pas
un discours de, que sais-je moi, de Bernard-Henri Lévy. Non, c'était une séparation. On s'est séparé dans l'amour narcissiquement. Par exemple. Et là, on se met à croire aux démons qui en passent à 95% par les créateurs de Jérôme Bosch. On se dit, mais c'est daté là. Ouais, 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 c'est sauf que ça démarre consécutivement, un petit peu de temps après, pas beaucoup, ça démarre après une séparation, par exemple. Un événement traumatique n'est toujours que ce qui réveille ce qui a été traumatisant bien avant, ce qui a été d'une manière lancinante, intériorisé, introjecté, il y a bien longtemps de cela, d'une façon plus ou moins aplatie, plus ou moins ondulée, plus ou moins ensevelie, ensablée dans votre être, dirait-on pour dire d'une manière platonique les choses, mais non, c'est plus que l'être, c'est bien le manque à être. Mais le manque à être, c'est quoi le manque à être? C'est justement le jugement, l'impact de ce qu'il vous est fourni, de ce qu'on dit jugement. C'est bien parce qu'il y a des coachs de vie, des life coachs, tellement sur cette vague déferlante d'Internet qu'on vous dit, votre être, vous allez le changer. Finalement, on vous propose du changement, mais on ne sait pas à quoi touche ce changement. On ne sait pas jusqu'où ce changement trouve ses racines, dans quelle structure trouve-t-il ses racines, si tant et si bien que ces racines soient tellement profondes en vous qu'ils constituent ce qui vous faisait tenir. Donc, toucher à ces structures est extrêmement périlleux. Il vous arrive devant comme des brebis, alors qu'ils sont des loups sauvages en dedans. On peut faire référence à Saint Matthieu dans la Bible. Hein. Mais finalement, nous sommes dans la société de l'industrialisation du traumatisme. Comment ce traumatisme est-il récupéré d'un point de vue juteux commercial? Par quels outils est-il récupéré ce fameux EMDR? E, E-U-X, M-A-I-M-E-N-T, D-D-E-S, ZER, A-I-R-S. E-M désert, ou on pourrait dire E-M le désert. On peut tourner cette multitude d'acronymes que l'on trouve dans le champ du handicap, dans le champ de la santé, dans le champ de l'administration, finalement, du dysfonctionnement. On peut trouver dans tous ces acronymes toujours ce qu'il s'en dégage, c'est-à-dire des phrases, des phrases poétiques, n'est-ce pas? Des phrases poétiques qui découlent, qui en découlent. Finalement, du coup, il y a beaucoup plus de phrases poétiques en termes de masse que d'acronymes, puisqu'à chaque acronyme, on peut décliner bon nombre de phrases poétiques, c'est-à-dire en termes de ce que phonétiquement, ces abréviations déclenchent comme ça dans notre oreille, déclenchent dans notre inconscient, peut-être même, dirait-on. Et là, il y a de quoi avoir l'envers de ce mur unilatéralement qui plastifie, comme on plastifierait n'importe quoi en papier, qui plastifie la personne, le petit p de la personne. Lacan parlait du petit a, moi je parle du petit p aussi, quoi. Et donc, finalement, nous sommes plastifiés, c'est-à-dire en fin de compte chosifiés, désubjectivés par cet abattement, cet mitraillement, cette mitraillette d'acronymes dans le champ de ce qui est tantôt de l'ordre d'une névrose, tantôt de l'ordre d'une psychose, tantôt ce qui est de l'ordre d'une sorte
d'intertopique, Il une est 16 heures. infratopique, et qui n'est pas forcément, voilà, qui prend un certain temps à être catégorisé, être fixé, etc. Donc, euh, les intermédiaires, tout ce qui va être les trans-machins, ce ne sont pas des machins, ce sont des vraies personnes, mais qui s'appauvrissent dans leur insertion dans le champ d'un signifié dont ils se diront LGBTQ, QA+, etc. Au sens où on n'a jamais autant cherché qu'aujourd'hui, je le dis bien, autant d'abréviations pour se qualifier, pour se positionner dans le champ social quelque part. C'est-à-dire que dans un mouvement de libération qui suivait mai 68, où il s'agissait de se libérer de la norme, de la standardisation, Moulinex, eh bien, nous voilà projetés dans un idéal du soi, ou un idéal du moi, je pourrais dire, où finalement nous nous retrouvons coincés, bridés, biaisés dans cette insertion euh, du signifiant, de signifiants au pluriel, qui sont en fait des signifiés du coup. Nous les transportons alors chacun de nous dans des poches bourrées et pleines à craquer, alors qu'ils sont signifiés, que ce sont des signifiés, si vous voulez, qu'ils tombent au fur et à mesure que nous marchions. Euh, et donc, la question, c'est, bon Dieu, mais pourquoi donc euh, sommes-nous dans ce pétrin? Alors, le pourquoi et le comment, souvent on les dissocie fortement pour de bonnes raisons, mais en même temps, ils sont parfois très transversales et parfois rétroactifs l'un par rapport à l'autre, enfin, je veux dire, l'un précédant l'autre, etc., un peu circulairement, mais en tout cas, pour dire simplement que, en tout cas, le traumatisme n'a jamais aussi fait fonctionner les batteries de la trésorerie, de la comptabilité d'un capitalisme autant. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que nous pouvons dire que, euh, en- pour terminer cet enregistrement, je crois que euh, il me semble que il n'y a de meilleure hypothèse que celle de Freud et celle de Lacan pour l'instant, et toutes les ramifications de la psychanalyse euh, dans, dans, dans une évolution qu'elle constitue encore solidement et dans toutes les diversités d'auteurs qui ne vont pas à contre-courant, en contrepoint à Freud et à Lacan. Donc, en fait, finalement, qu'est-ce que nous dit la psychanalyse? Elle nous dit qu'elle n'a jamais vraiment existé depuis longtemps, enfin, depuis qu'elle a été posée par Freud, en fait, elle était déjà beaucoup plus présente avant même d'exister. Je sais, c'est une tournure particulière. Euh, dans la littérature, dans les littératures, même dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans le chapitre 20 de la Bible, effectivement, on trouve moult et moult allégories et métaphores qui font penser à, à ce foisonnement folklorique de, 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 de ce qu'il en est d'une société de consommation, des rois, de la bête de Babylone qui poinçonne tous ceux qui sont concernés par la jouissance, la luxure, la décadence, l'aliénation, que sais-je, etc. Et jusqu'à Émile Durkheim pour parler de la question du suicide relatif à la cité, relatif à la société, le suicide sociétal, pourrait-on dire, mais qui est là un matériel effectivement qui n'embraye pas sur la question de l'inconscient. J'entends par là que effectivement, eh bien, l'inconscient précède la psychanalyse dans les arts, dans les littératures, dans les sculptures, etc. Et donc,
le traumatisme a toujours été, depuis que l'Antiquité a pu être commencée, depuis l'or des tables sumériennes et acadiennes, mais effectivement, euh, l'écriture peut relater, autant que les peintures rupestres, de ce qu'il en a d'une vision du cosmos, de l'infini, mais à partir aussi de ce qui est vécu par la personne en tant qu'elle n'avait connaissance de ce que pouvait être cette demeure qu'est l'inconscient, mais simplement en subir les effets, si je puis dire. Parce que ce qui était sûr, c'est que qu'est-ce que ça subissait comme effet de l'inconscient? Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est tant et si bien que la fumée, ce sont les effets dans ce corps imaginaire, et le feu, c'est inconscient en fait, sur un plan métaphorique ici. Donc, euh, l'histoire est constellée d'effets de l'inconscient. Nous sommes des effets névrotiques de cet inconscient. Nous sommes de ces effets dans l'histoire, avec un grand A. Donc en fait, euh, si vous voulez, euh, le traumatisme là, a toujours été présent dans l'histoire, depuis que les enfants à 8 ans, ou plutôt disons 12 ans, travaillaient dans l'entreprise, comme on le voit dans le tableau de Bruegel, autour de ce chaudron. Ils sont employés, égarés, les répétés, mais ils sont là, ces enfants, employés, enchaînés à cette entreprise. Et donc, par là même, je veux dire que, eh bien, il y a cet enchaînement, ils sont enchaînés, la personne, l'enfance n'existant pas, ils sont enchaînés directement adultes. Donc la castration était inimaginable à l'époque du Moyen Âge, par exemple. Et donc le traumatisme a toujours été là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est non seulement toujours là, peut-être clairement même sous d'autres formes, dans d'autres milieux, dans d'autres conditions, ce traumatisme, mais c'est surtout qu'à notre époque, il n'a jamais autant été manipulé, instrumentalisé par des techniques, je dirais, qui sont d'une élaboration telle qu'elles sont d'une ingénierie sur plusieurs étages. Et donc, cette récupération du traumatisme n'a jamais été aussi forte. Plus précisément, cela est l'épicentre euh, de cette époque, c'est la récupération, finalement, du traumatisme. C'est-à-dire, dit-on, du stress post-traumatique, simplement aussi de toutes sortes d'effets de ce traumatisme. Et donc, ça va ensuite entraîner des carrières, si vous voulez, c'est-à-dire une auto-récupération de la personne dans des carrières. Elle va faire une nouvelle carrière, pourquoi pas dans des champs euh, qui, euh, qui servent de transfert finalement à ce qui a été défait, ce qui a été démantelé par ce ciel qui, en fait, comme je l'ai dit, a fait plus remonter la terre qu'il n'a fait tomber ses foudres sur la personne. C'est parce que le traumatisme réveille de précédents traumatismes. Je vais m'arrêter là sur cet enregistrement et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci bien. Merci.